chose pour le faire tomber. T'es qui toi? Bonjour. Bonjour. Et sinon pourquoi tu fouilles dans les poubelles, mon ami? Hein? Non, rien. Ouais, ok d'accord. C'est moi. J'ai réussi à récupérer illégalement d'Astral 5. C'est Dean, t'es sur le ciné? Eh, salut. Ouais, si tu veux, j'allais bosser sur une vidéo. On fait ça juste après? Ah bah nickel, hein, tant qu'on a du temps, rab derrière pour du karaoké ou je ne sais quoi. Par contre, tu connais le gars qui fouille dans tes poubelles? Comment ça? Qui? Oh, ouais. Attends, pourquoi il y a autant de cartes de la Chine chez toi? Tu t'es reconverti en cartographe pour le gouvernement chinois? Non, je te rassure, c'est le sujet de la vidéo. Ah ok. Il est marquant. Que je sache quand est-ce que je dois aller sur ton canapé manger des chips crème d'oignon en t'attendant. C'est déjà fait, j'allais introduire. Mec, c'est sérieux, t'aurais pu me... Il y a quelqu'un, ou des personnes, que vous connaissez sans pour autant vous intéresser à l'histoire. Un souvenir lointain d'une anecdote, d'un cours, ou d'une vidéo YouTube. Quelque chose de grand, mais d'ancien. Les fondateurs du plus grand empire connu, les Mongols. Ces grands conquérants du XIIIe, XIVe siècle qui ont littéralement annihilé l'Asie centrale, la Chine et le Moyen-Orient. Arrivant même au plus proche du monde européen avec la bataille de Legnica en 1241. Alors, l'Empire mongol est un énorme ensemble. Si le saccage qu'ils ont provoqué dans le monde européen ou le Moyen-Orient est bien connu, cela n'est pas le cas de la domination mongole sur la Chine. L'époque de la dynastie Yuan. Une époque haute en couleurs, en culture, mais aussi en changement. Après tout, on parle bien de 100 ans. Une parenthèse qui a laissé des traces, une trace qui est visible pour les peuples chinois, mais aussi pour les Mongols eux-mêmes. C'est pour ça que je vais vous proposer aujourd'hui une petite découverte d'une période de l'histoire de Chine, l'ère du grand Yuan. Ouais. Avant ça, Ilu, on doit expliquer ce qu'est un mongol. Oui, tout à Vas-y, on charge. Alors, un mongol, c'est une ethnie et une langue. Les Mongols sont un peuple ancien qui vit dans les steppes de Mongolie depuis des millénaires. Les Mongols se divisent en plusieurs sous-groupes. Les Kalakas, les Eurats, les Tchakars et les Bouriates. Et bien sûr, il faut sûrement pas les limiter à cette insulte un peu niaise de Mongols. Les Mongols sont un peuple pastoral et nomade, qui au cours de l'histoire ont toujours été de redoutables combattants. Vivant dans des climats très arides, capables de développer une maîtrise de la cavalerie qui ont fait tomber les plus prospères des empires. Après tout, c'est pour ça qu'on parle d'aujourd'hui, non? Donc, n'oubliez pas, les Mongols, c'est un peuple de good guys. Et les insultes de Mongolito, vous les gardez sans contexte culturel et ethnique. Et vous en servez correctement. Genre lui c'est un Mongolito, pas un Mongol. Attends, qui? Oh, c'est pas vrai, il s'est encore tiré. La petite définition donnée par mon collègue juste avant vous laisse comprendre ce que représente ce peuple. Mais en soi, comment on en est arrivé à la domination complète de l'Empire du Milieu, l'état le plus stable et le plus développé de son époque? Eh bien, mise en contexte. À la fin du XIIe siècle, l'Extrême-Orient, ou l'Asie, est dans une position trouble depuis quelques siècles. Ce flou politique et territorial est particulièrement vrai pour la Chine. La dynastie Tang, qui avait dirigé plus ou moins pendant 3 siècles, est au bord du gouffre. Le pouvoir impérial a été réduit à néant et l'indépendantisme des régions finit par faire sonner le glas de la dynastie. S'ensuit la période dite des 5 dynasties et des 10 royaumes, qui s'ensuivra par la victoire des Song, dynastie fondée en 960 par Song Taizu. Même si cet état et la relative stabilité laissent sous-entendre un renouveau, la Chine reste isolée et menacée sur plusieurs plans. En premier, la plupart des anciennes marges sous les Tang ont été perdues au profit de royaumes tribaux ou semi-nomades, tels que les Liao au nord et les Tangut, aussi appelés Xixia. Ensuite, il faut savoir que les Song vont entrer dans une situation légèrement défavorable dès le XIIe siècle. L'arrivée d'une tribu Jurchen qui va abattre les Liao fait son apparition. Si alliée aux Song dans un premier temps, elle va vite devenir un redoutable ennemi. En 1125, ainsi qu'en créant sa propre dynastie, la dynastie Jin,
à ne pas confondre avec la dynastie Jin non-Jurchen ayant dirigé au IIe siècle, ceux-ci vont progressivement couper les Song de leur cœur culturel. C'est alors une période où deux dynasties règnent alors. Une au sud, les Song, chinois, et au nord, les Jin, qui se sinisent progressivement. C'est dans ce contexte général qu'apparaît les Mongols, enfin, un Mongol, un certain Temujin Borjigin. En soi, l'intégralité de sa vie mériterait une vidéo entière, mais on va se limiter au sujet. 500 000 likes et je fais la vidéo sur Gengis Khan. En 1206, au plus profond de l'actuelle Mongolie, se réunit un certain nombre de dirigeants et khans régionaux dans le but de faire serment de fidélité à Temujin, désormais appelé Gengis Khan ou Chingis Khan, que l'on peut traduire par souverain universel. L'idée étant d'entériner toute autre forme de titre, qui était très diversifiée à cette époque. Avec la mention souverain universel sur le CV, il n'y a plus de doute à qui il faut obéir. C'est ainsi que la mainmise mongole sur les régions avoisinantes va commencer, et se faire très rapide. Le nord de la dynastie Jin, dont leur capitale, est conquise en 1215. Les Tangut sont rayés de la carte en 2 ans, de 1225 à 1227. Les Jin tombent finalement entièrement sous le contrôle des Mongols en 1234. Si dans le reste du monde les Mongols trouvent étonnamment aucune résistance, ils arrivent en Hongrie en 1242 et font chuter le calife arabo-musulman en 1258, le reste de la Chine sera pourtant bien plus dur à conquérir. Pour dire, Mongke, le petit-fils de Gengis Khan, serait mort en 1259 pendant le siège de la forteresse de Diaoyu, aujourd'hui dans la municipalité de Chongqing. La Chine des Song, amputée de sa partie méridionale, reste en forte vitalité. La présence d'un ennemi commun, les Mongols, tend à renforcer la résistance. Se combinent aussi des aspects plus stratégiques. Le fait que pour conquérir le sud, des défis de taille empêchent les Mongols d'avancer efficacement, comme les chaînes de montagnes du Sichuan, ou bien des cours de grands fleuves tels que le Yangtze. Les techniques de guerre basées sur la cavalerie sont en partie mises en défaut. La résistance est cependant pas immortelle, et les dissensions plus des mauvais choix tactiques amèneront à la conquête des régions du sud vers 1277-1279. Et donc à la fin des Song. Alors face à ça, on a le droit de se demander « Mais ils ont fait comment les Mongols pour envahir tout ça en moins de 100 ans ?» Eh bien, bonne question. J'arrête, oui, on connaît la réponse. En vérité, le monde des steppes, c'est pas juste 4 ploucs qui se courent après pour avoir de l'herbe, du bétail ou des femmes. C'est un réseau ethnique maillé et très rapproché, malgré ce que peut laisser sous-entendre la grandeur des steppes. Un monde serré, rempli de rivalités claniques, dans lequel on est à la fois en guerre et en paix avec ses voisins, de manière saisonnière. C'est une guerre constante de qui est le plus fort, généralement à travers une répartition de niveaux de rang. Des chasseurs ou des fermiers pastoraux obéissent à une famille de protecteurs, qui obéissent à un clan local, qui obéissent à un khan, qui obéit à un kagan. Lui-même laisse généralement la politique locale s'administrer d'elle-même, car il n'y a pas d'administration en fait. Cependant, les nomades ne sont pas des idiots isolés dans des provinces reculées. Comme les civilisations sédentaires, ils connaissent des évolutions sur tous les plans. Les siècles précédant l'Empire mongol ont vu de fortes améliorations des pratiques de guerre, telles que l'usage d'équipements de plus en plus efficaces, des cottes de mailles, des casques, l'emploi de plus en plus stratégique de la cavalerie, ou encore une maîtrise perfectionnée de la lance et de l'arc monté, et bien sûr, une contre-stratégie face aux sédentaires de plus en plus aiguisée. En vérité, tout était déjà réuni pour cette extension. Ce qu'il manquait était celui qui les gouvernerait tous. Et non, je parle pas de Sauron, mais toujours de Gengis Khan. Nous y sommes. La Chine est sous domination mongole. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Alors, la description qui porterait le mieux sous le nom de la dynastie Yuan serait « époque charnière à la croisée des chemins entre les cavaliers du Nord et la civilisation du Sud ». Mais pourquoi ? Eh bien, disons que la dynastie Yuan, en premier temps, résout un problème, celui de l'inicité territoriale chinoise. Comme précédemment évoqué, la Chine est restée désunie pendant quelques siècles, à cause des flux et reflux militaires, ou des échecs des anciennes dynasties à s'imposer. Ici, dès la chute finale des Song en 1279, certains ont espérance de paix. Cette image est d'ailleurs présente chez certains Chinois, qui se sont rejoints à l'Empire mongol, même si il se peut aussi s'agir de petits malins voyant le vent tourner sur le prochain hégémone de Chine. L'apport des Yuan est cependant plus un échange qui va progressivement être très inégal sur plusieurs plans. Classiquement, les Mongols restent les Mongols. Comment une société martiale basée sur la guerre, l'échange et la hiérarchie de la domination fait pour occuper la Chine. Alors, selon vous, comment une société martiale basée sur la guerre, l'échange et la hiérarchie de la domination fait pour occuper la Chine ?
La démocratie est une approche démocratique. Bon, j'avoue, j'y croyais pas moi-même. Hein. Oui, bien sûr, c'est la domination pure et simple des conquis. Les Mongols de Chine, que je vais désormais simplifier par les Yuan ou la dynastie Yuan, ont réussi à imposer une politique de hiérarchie très dure, qui se divise en 3 castes, puis 4 castes. L'objectif ? Créer une préférence pour les Mongols, et donc à l'aristocratie conquérante. Mais de manière très vénère. Hein. À titre d'exemple, quand Guillaume le Conquérant s'empare de l'Angleterre en 1066, il fait remplacer l'administration de la noblesse locale majoritairement par des Normands. Ici, cela est fait de manière plus systémique et lié de manière vague à l'ethnie. Ces 3 groupes sont le haut du panier, évidemment, les Mongols, et quelques familles mongoles très prestigieuses, ainsi que la lignée de Kubilai. L'ethnie diverse, appelée Semuren, représentant l'élite steppique relative aux peuples proches qui se sont rejoints souvent tôt aux Mongols, mais ce terme deviendra plus large, englobant ainsi les étrangers des autres continents. Par exemple, Marco Polo était selon la logique Semuren. L'Anren, en règle générale, cela signifie les Han du Nord, donc les Chinois. Mais cela englobe aussi les anciens peuples de la dynastie Jin, ainsi les Jurchen, les Coréens, mais aussi les Khitans rentrent dans cette définition. Et il y a aussi les Xinfuren, qu'on traduirait par nouveaux sujets. Ici, plus ou moins uniquement les Chinois de l'Empire Song. Ces castes avaient pour but d'établir un régime cloisonné, des castes fermées et peu mouvantes entre elles. L'un des objectifs était de réduire plus possible de contacts entre les communautés. Le mariage entre castes était par exemple interdit. L'objectif plus global était d'interdire à la majorité de l'administration aux Chinois, en préservant l'identité dominante mongole, tout en réduisant les possibilités de révolte culturelle. La Chine du XIIIe-XIVe siècle est vraiment particulière. Imaginez, vous êtes un habitant d'Asie, vous arrivez dans le sud de la Chine, et là vous voyez un représentant provincial, et c'est un Russe ou un Iranien. Une forme de discrimination culturelle dans un sens, sans compter que ces postes étaient devenus héréditaires par la volonté des Yuan. Cependant, cette dernière mesure ne restera pas, et les anciens examens impériaux, qui avaient pour but d'amener des gens compétents, seront réintroduits dans la décennie 1310. Mais toujours sous quota de caste, obligeant 25% de chacune d'entre elles. Les Yuan ont pu bénéficier d'autre chose, si on peut dire un retour de stabilité après une conjoncture plutôt négative. En effet, après les guerres et l'établissement de l'État, les Yuan ont bénéficié d'un retour au calme, ainsi qu'une bonne puissance économique en croissance, qui a permis encore une fois d'asseoir le régime. Et puis bon, quand la menace millénaire que représentaient les peuples nomades devient subitement ton ami Butchu, ainsi qu'une capacité commerciale allant du Japon à l'Europe occidentale, je rappelle, une forte paix et prospérité peut s'établir. La Pax Mongolica. Car oui, je l'ai pas spécifié, mais les descendants de Gengis Khan, ou la famille proche, détient l'Asie pendant ce temps, et ils sont techniquement sous suzeraineté du Khan de Chine. Les avantages économiques ont pu rénover les lieux détruits par des catastrophes naturelles, ainsi que les guerres. Majoritairement des lignes de canaux construits autour des fleuves majeurs. Le développement continue. L'emploi d'un nouveau type de monnaie papier permet d'augmenter les rendements et la construction d'une capitale est même entrepris. Kambalik, une cité fortifiée construite sous les anciennes installations de Jin. Une ville d'une très forte grandeur. Nous la connaissons tous puisqu'il s'agit de Pékin, ou Pékin. Et oui, pour l'époque, son emplacement décentré du sud, mais plus proche des steppes, était capital pour la dynastie régnante. Traditionnellement, les capitales chinoises ne se sont jamais trouvées aussi loin du cœur culturel. Un étonnant choix qui sera gardé par la suite jusqu'à aujourd'hui. Mais cette situation est à nuancer. Les Mongols, on ne peut remettre en question leur capacité militaire. Mais quand il est question de diriger un état semi-centralisé de zéro, ce n'est pas la même histoire. Après tout, les cycles dynastiques chinois durent quelques siècles généralement, pas 95 ans. Enfin, il y a des exceptions, mais nous ne rentrons pas dans les détails. Mais alors, quels sont les soucis? FCM2C, à ton avis? Mon avis, c'est que j'ai fini tes chips. Et le temps que finisse ta vidéo, j'ai le temps d'aller au magasin t'en racheter. Ouais, ok. Eh bien, c'est vraiment un problème de gestion. Disons juste que l'on retrouve l'intégralité des soucis classiques d'un état en période de crise. Déjà, une économie florissante qui est extrêmement mal employée. Vous savez, la nouvelle monnaie, eh bien la mauvaise gestion fera, disons, tout s'effondrer. D'un côté, car le système de caste provoque une surimposition des Xinfuren dans le sud. Mais tout autant, la concentration foncière, pour faire simple, le fait que des groupes d'individus restreints qui possèdent de plus en plus de terres, n'est absolument pas endigué.
cumuler des passe-droits contre l'impôt. C'est un effondrement du système économique inévitable. Et oui, les pauvres revendent leurs propriétés aux riches qui ne payent pas. J'ai pas à vous expliquer pourquoi évidemment à la fin, l'argent ne rentre plus. À titre d'exemple, la Chine se retrouve endettée à de nombreuses reprises avant de subir une forte inflation vers la fin du régime. Il y a aussi l'accroissement de la corruption. Encore une fois, les élites héréditaires qui, pour en grande partie, n'est pas accoutumées aux aléas administratifs, ne peuvent pas empêcher la normalisation des pots de vin. De plus que les Yuan eux-mêmes l'ont sûrement pratiqué pour s'assurer la loyauté de certains administrés. Mais c'est pas fini, car en plein milieu, il y a des guerres civiles permanentes. Contre qui? Le peuple? Une ethnie? Des séparatistes? Non! Des membres de la famille du Khan! Oui. Depuis la mort de Kuluk Khan, les troubles sont devenus récurrents, entre morts très louches après un banquet, et lutte de pouvoir entre les héritiers. Cela va même mener à des luttes de succession tout au long de la première partie du XIVe siècle. Ce qui va miner l'autorité impériale, mais aussi locale. Comment obéir efficacement quand le dirigeant change tous les 3 ans? Et le facteur environnemental? Eh bien, il n'est pas bon non plus. Visiblement, les Yuan ont accumulé beaucoup de karma négatif. Arrivé dans les années 1300 à 1330, c'est une série de catastrophes naturelles ou pseudo-naturelles qui vont ravager les grandes plaines de Chine. Inondation du fleuve jaune, épidémie en 1327. En 1344, Kaifeng est ravagé après qu'une digue s'effondre par les pluies qui l'ont fragilisé. Vous en voulez encore? Votre grille du bingo n'est pas encore remplie. Attendez, j'ai de quoi la terminer. La discrimination chinoise. La discrimination chinoise va mener à la détestation générale de la dynastie régnante. Pour autant, il y a d'autres personnes qui sont de plus en plus remuants. L'élite mongole, la même qui a été mise au pouvoir. La raison invoquée étant qu'à ses yeux, la dynastie s'est trop sinisée avec le temps, et que l'identité mongole s'émiette de plus en plus. Un constat qui tend à devenir de plus en plus vrai. L'autorité unifiée de l'empire mongol n'est devenue que supposée. Les différents khagan de l'empire, la Horde d'Or, l'île Khanat ou bien la Horde de Chagatai, sont concrètement indépendants et se font la guerre mutuellement. La Chine, désormais isolée, ne disposant plus qu'une enclave dans laquelle berce la Mongolie, en pression culturelle qu'elle ne peut couvrir. C'est ainsi qu'en 1351, après des années de domination, dans les plaines du Anhui s'organise un mouvement de révolte généralisé. Les Turbans Rouges. Ils sont de quelle idéologie ceux-là? Ils sont léninistes, tétistes Hein? Quoi? J'ai entendu Turban Rouge. Non, les Turbans Rouges. Rien de politique là-dedans. Et attends, t'es déjà revenu? Ouais, j'ai même ramené le livret de Panzerotti, si tu veux manger une pizza. Nice. Où en étais-je? Donc, arrivé en 1350, la Chine devient un petit chaos ingérable. Les Yuan sont complètement dépassés et n'ont pratiquement plus aucun allié. La révolte des Turbans Rouges doit son nom très simplement aux turbans portés par les révoltés et est à l'origine de plusieurs courants de révolte populaire. En premier, dû à une énième inondation. Cette insurrection va se changer progressivement en mouvement de cause nationale contre le Khan. On peut aussi mentionner que cette révolte a été particulièrement influencée par des courants religieux, dont certains millénaristes, comme la société secrète du Lotus Blanc. Pour faire simple, les années qui suivent voient un regroupement de royaumes, d'états mis en place par des seigneurs de guerre qui grignotent le territoire impérial sans aucune difficulté. Les Yuan n'ont aucune possibilité de se battre, voire même de contre-attaquer efficacement. Sans compter qu'après des décennies de domination, les techniques mongoles ne surprennent plus personne. Le royaume de Wu deviendra central dans la révolte par ses victoires militaires. Son dirigeant Zhu Yuanzhang prendra la tête de la révolte et fondera en 1367 la dynastie Ming, sous le nom de Hongwu. Pour les Yuan, c'est une chute énorme. Vers la fin du siècle, ils sont reliés aux anciens territoires des steppes, par lesquels on les appellera désormais Yuan du Nord. Mais en vérité, la dynastie n'a plus énormément de force et d'importance, et ce pays tombera dans un léger oubli face aux différentes annexions par ses voisins au cours des siècles suivants. Comme toujours, quoi retenir des Yuan? Enfin, des envahisseurs mongols. Ils représentent un facteur qui est une constante qui s'est répétée dans le temps. Des envahisseurs qui profitent d'une période tendue de l'autre côté de leurs frontières, emploient de nouvelles techniques qui permettent un renversement global, pour ensuite s'établir, mais pas toujours au plaisir, au long terme, des populations locales, et souvent en mêlant syncrétisme culturel et religieux, et établissement forcé de règles culture de dominant à dominé. Les peuples germaniques l'ont fait, c'est ce qu'on connaît de la fin de l'Empire romain. Mais pourquoi cela n'a pas marché en Chine avec les Mongols? Plusieurs raisons à cela.
Déjà, on peut nuancer le résultat réel de l'exemple européen, car passer de ça à ça, j'ai envie de dire, il est où l'Empire là? Le souci étant que dans cet exemple, on n'est pas sur des populations qui vont être quelquefois majoritaires puis tenter le plus possible l'assimilation et la fusion culturelle, tout en établissant de nouvelles règles. Mais ici, on est face à une population qui ne représente même pas 1% de la population dominée, qui, sans aucune connaissance de gestion d'un État, vont tenter de dominer une région entière tout en établissant une forte discrimination. À terme, cela n'aurait jamais marché. Mais ça n'a pas empêché les influences de se créer. Le peuple mongol, après cette période, en est ressorti légèrement sinisé et s'est converti majoritairement au bouddhisme tibétain, s'étant répandu pendant cette période. De l'autre côté, l'héritage administratif ont été gardés par les dynasties suivantes chinoises, comme l'emploi du nom de l'État, Grand Yuan, Da Yuan, qui a suivi Da Ming, Da Qin. Aujourd'hui, la dynastie Yuan est considérée comme part intégrante de l'histoire de Chine. Même s'il y a des facteurs et des raisons politiques modernes qui justifient ce choix. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 2 fois plus de Mongols qui vivent en Chine que de Mongols en Mongolie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour dire, cette vidéo est une tentative, elle n'est pas parfaite. C'est la première fois que je pars véritablement faire un travail de recherche dans le monde asiatique médiéval. Vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire. Et non, j'annonce pas la vidéo, je sais qu'elle sortira pas dans un mois. Élu, si tu te ramènes pas, je regarde l'animé sans toi. Allez, salut!